Bon Valentine, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo de rentrée? Parce que en fait, j'ai pas trop envie de saouler les gens avec ces histoires d'appli et tout là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Faudrait qu'on parle un peu d'automobile. Bah, ce serait pas mal, ouais. Ce Pour, serait pas mal. pour- Mais du coup, je pense que ce serait pas mal qu'on présente une des voitures du garage. Et je pense qu'on va se préoccuper d'abord de. On va vous présenter l'Alfa Berton. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, pour la vidéo de rentrée, Ouais. on va vous parler de notre petite Alpha 105. Elle mérite d'avoir sa petite heure de gloire aussi un peu. Et oui, même si pour l'instant elle est dans un état, on va dire, améliorable. Est-ce que tu connais un peu les Alpha 105? Pas du tout. Eh ben, ça concurrençait BMW et Jaguar dans les années 60 et 70. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les dénominations chez Alpha, c'est un cauchemar. Donc en fait, elle remplace la Giulietta et elle est basée sur le châssis et la plateforme de la berline qui s'appelait la Giulia. Et cette berline, elle est sortie en 1963. Donc la Giulia, c'est très simple, c'est la voiture qui est dessinée comme on dessine les voitures pour les enfants. Ouais. Donc c'est hyper cubique, etc. C'est la concurrente de la 2002 un peu. Exactement, la Giulia c'était la concurrente de la 2002. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était des voitures très très chères à l'époque. Très chères par rapport à la moyenne des voitures. Donc c'est pas du tout des voitures du peuple, pas du tout. Pour autant, c'est quand même pas des Ferrari, tu vois. C'est un entre-deux, mais c'était quand même des voitures qui étaient quand même assez chères. Comme les BMW l'étaient à l'époque. Donc c'est pas des voitures pour la masse, c'est vraiment des voitures pour les cadres qui ont très bien réussi dans la vie et qui veulent s'offrir une voiture vraiment agréable à conduire. Donc ça a démarré en 63. Et en 63, c'était pas ce modèle-là. En 63, c'était ce qu'on appelle les modèles Scalino. Il n'y avait que deux phares à l'avant et c'est ce qu'on appelle les modèles en boîte aux lettres. Donc en fait, il y a le capot, il est surélevé légèrement comme ça. C'est la même face avant, mais le capot il est légèrement surélevé et il y a un passage ici. Donc ça fait comme une marche. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Scalino en italien. Et en France, on les a appelés les boîtes aux lettres parce que ça faisait vraiment une fente dans laquelle on pouvait glisser le courrier. Et ces boîtes aux lettres, donc les versions boîtes aux lettres avec deux phares à l'avant et ce capot-là en surélevé, c'était jusqu'en 1968-69. Officiellement fin 1968, il y a encore quelques versions en 69 parce qu'en 67, ils ont lancé cette version-là restylée avec cette façade avant là. Donc ça, en réalité, cette voiture, elle cache bien son jeu parce que c'est pas la façade avant, c'est pas la bonne. Ça, c'est une 2000 GTV. Alors quand je vous dis que les dénominations chez Alpha, c'est compliqué, c'est-à-dire que quand les premières Alpha 105 sont sorties, donc je vais parler que des coupés, je parle pas des Giulia, la plateforme, elle a servi à trois voitures. La Giulia, donc la berline, la Giulia Sprint GT, donc les coupés, et la Duetto, le Spider. Donc en fait, c'était le même châssis dessous. Même châssis, donc même train avant, même train arrière, même moteur. Et il y a juste la carrosserie qui changeait. Ce qui était vraiment étonnant parce que quand tu conduis, moi j'ai conduit les Duetto et je suis monté dans une Giulia, et ben en fait la position de conduite c'est exactement la même. Et quand tu conduis un Spider et une Alpha GT Berton, et ben la conduite c'est exactement la même chose puisque c'est de toute façon tous les mêmes trains roulants, c'est tout pareil. Ouais. Alors qu'au final, c'est pas du tout la même voiture. Alors que c'est pas du tout la même voiture, elle se ressemble pas du tout. Utilisation non plus, Exactement, mais l'ensemble mécanique c'est rigoureusement identique. Et du coup, donc ça c'est une 2000 GTV. Donc en 63, 68, ils appelaient ça les Giulia Sprint GT. Puis il y a eu la GTV. Donc ça c'est celle avec les deux phares à l'avant. En parallèle, donc ça c'était les Giulia Sprint GT et GTV, c'était des 1600. Donc 1,6 litre dessous. Ensuite, en même temps, on a eu ce qu'ils appelaient les juniors. Donc les GT Junior, donc là ça s'appelait plus Sprint. GT Junior, c'était la même carrosserie, tout pareil, sauf que c'était des 1300. Version un peu plus bas de gamme. Exactement, la version vraiment pour les gens qui, à l'époque, il y avait des grosses taxes sur la puissance. Aujourd'hui, c'est le poids, le CO2, machin. À l'époque, c'était la puissance. Ouais. Et du coup, si tu n'avais pas forcément les moyens de te payer
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Donc à l'époque, il y avait des grosses taxes sur la puissance. Aujourd'hui, c'est CO2 et poids, mais à l'époque, c'était vraiment la puissance. Et donc si tu n'avais pas les moyens de te payer ta carte grise pour une 1600, eh ben, tu pouvais te rabattre sur la Junior qui était moins puissante. Globalement, c'était la même carrosserie, il y avait juste des roues plus petites, etc. Ensuite, en 69, donc il y a la 1750 qui sort. Donc ça, alors non, en fait, elle est sortie en 67. 67, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années où les deux ont été en même temps, les Sprint GT et les 1750, avec cette façade avant refaite, donc 4 phares comme les BM, le capot prolongé comme les BM et cette belle calandre là qui déborde sur le bas là. Donc ça, c'est une calandre de 1750. Et en 71 est sortie cette voiture, donc la 2000 GTV. Donc là, il n'y a plus de Sprint, c'est 1750 GTV ou 2000 GTV. Et donc c'est la dernière évolution de cette voiture avec le 2 litres et un intérieur complètement refait. Donc ils ont refait l'intérieur avec la 1750, ils l'ont refait avec la 2000 GTV. ouais, c'est le budget. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu vois, c'est l'évolution. La 1750, on va dire, les Sprint GT, elles avaient un tableau de bord très plat avec juste un bossage au niveau des compteurs et les deux compteurs, ils étaient intégrés sous le bossage. Alors que les 1750, elles ont le compteur qu'on connaît bien sur les Alpha, qu'on retrouve un peu sur les Alpha 156, avec vraiment les deux optiques qui sortent un peu du contour, recouverts de cuir, avec les compteurs tout au fond à l'intérieur. Et celle-là, elle a la même version que ça, avec deux compteurs qui ressortent comme ça, mais tout en plastique moche, parce qu'on s'approche des années 80, n'est-ce pas? Ouais. Et que les années 60, c'était un peu l'époque bénie des belles voitures, quoi. Les années 80, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est une voiture qui est très très jolie, qui a des lignes hyper tendues. Elle a été dessinée par Burton et elle est vraiment vraiment magnifique. Enfin, les proportions, elles sont incroyables et c'est pour ça que cette voiture, elle a une cote d'amour comme ça. En fait. Ouais. Et ce qui fait aussi la renommée un peu de cette voiture, c'est son moteur. Très spécial, on va le regarder. Ok, donc celle-là c'est une 2000, donc 2 litres, 2 litres de cylindrée, tout à fait, oui. 2 litres, c'est censé faire 121 chevaux. censé. Alors c'est les chevaux italiens. Hein. La particularité de ce moteur, c'est que c'est un double arbre à cam, les deux caches arbre à cam, Bialbero en italien, pour ce double arbre à cam. L'autre particularité, c'est qu'il a donc deux carburateurs. Là, c'est des Weber. C'était pas forcément des Weber d'origine. Je crois que c'est des Del Orto, mais vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires. Donc là, c'est deux Weber qu'il y a, des Weber 40, des Weber 40. Et la particularité de ce moteur, c'est que c'est un moteur qui a été conçu en 1954, mais qui est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on a une culasse, tout est en aluminium, on a une culasse et un bloc en aluminium. On a un Vilebrequin 5 paliers, qui est très rare pour l'époque. Donc c'est vraiment un moteur qui est conçu comme un moteur de course en fait. Oui, ce que j'allais dire, il a un caractère sportif Exactement, ouais. de base. Sachant qu'ils mettaient ça, comme je te rappelle, dans les berlines, dans la Giulia, dans la Duetto. Et la Duetto, par exemple, le Spider, avec un I, parce qu'on est en Italie, le Spider Duetto, il a été maintenu en production jusqu'en 94. Donc hyper tard. Avec le châssis, on reparlera du châssis après. Mais ce moteur-là, en tout cas, hyper solide, très bien né en 1954. Là, on est sur une version donc de 1972. La voiture est de 1972 en version 2 litres. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, ça fait un son de fou. Alors, pourquoi ce moteur fait un son de fou? Parce que le papa de ce moteur, c'est Giuseppe Busso. Le fameux Giuseppe Busso. Alors Busso, il est connu pour les V6 Alfa Romeo, donc les V6 qui ont équipé jusqu'au 156. Et avant le V6, du coup, il a conçu ce moteur-là. Et avant ce moteur-là, il a participé à la conception du V12 Colombo Ferrari. Donc en fait, En fait, il a fait que des moteurs qui sonnaient bien, ce monsieur. Ouais, C'est bien, incroyable. Et que des moteurs mythiques aussi. Et que des moteurs mythiques, exactement. Donc vraiment un super moteur, quoi. Avec beaucoup de potentiel. Là, il fait 120 chevaux. En réalité, il pourrait en faire beaucoup plus avec un tout petit peu de préparation. Sur les versions GTA, qui sont très connues en compétition,
Il y avait du double allumage, donc il y avait les Twin Spark, donc double allumage par cylindre. On a aussi une architecture avec des bougies qui sont entre les deux cames, qui n'était pas si courant à l'époque. Donc vraiment, en fait, c'est une architecture qui est hyper moderne. Et d'ailleurs, ce moteur-là, il a perduré donc jusque dans les années 80 et il a été remplacé. Les dernières itérations de ce moteur dans cette forme-là, c'est dans les Alpha 75. Et ils avaient des turbos en plus. Et après, en fait, ce qui a remplacé ce moteur-là, c'est ce qu'on appelait les moteurs Twin Spark. Donc, c'est quand ils ont commencé à mettre du double allumage sur tous les moteurs. Et dans ce cas-là, c'était un nouveau bloc. Mais c'était quand même dérivé de ce bloc-là. Mais c'était quand même un nouveau bloc. Donc il a tenu jusqu'à 87 quasiment. Donc, les Alpha 75 Turbo, c'était les dernières versions. Ces moteurs-là, ils se sont faits aussi avec des superchargers, donc avec des compresseurs. Mais là, dans cette forme-là, avec un peu de préparation, on peut sortir 180-200 chevaux, quoi. Il y a de quoi faire. Et donc du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as acheté cette voiture? Quand? Comment? Pourquoi? Alors c'est une bonne question. En fait, j'ai pas vraiment acheté cette voiture. C'est plutôt cette voiture qui m'a trouvé. Je l'ai acheté, je l'ai quand même acheté. Je l'ai acheté à une connaissance dont la compagne venait d'hériter ça de son père. Je l'ai récupérée dans un jardin et elle était à redémarrer et elle n'avait pas de papier. Mais par contre, j'avais un dossier complet de voiture de course. Parce que cette voiture, elle faisait du VHC. Donc elle était complètement équipée avec des arceaux, un arceau complet et des baquets. Donc tous les petits trucs qui restent, c'était quand tu l'as acheté, quoi. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, elle avait des stickers de partout. Donc on l'a déstické, mais il reste encore les traces on voit au niveau de la peinture, on voit encore les stickers à travers. Et je sais pas pourquoi, enfin, je l'ai acheté parce que c'était une bonne affaire et que j'adorais cette ligne de voiture, on va dire. Et je voulais voir un peu si toute la hype autour de ces modèles-là, elle était justifiée. Et je crains qu'elle ne soit pas justifiée. C'est le risque avec les choses qui sont Exactement. très, Et du coup, je l'ai récupéré. J'ai réussi à refaire des papiers. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Par contre, je l'ai stocké pendant un certain temps parce que je ne savais pas quoi en faire. Ensuite, on a commencé à... je me suis dit qu'il fallait quand même que la voiture roule pour ne serait-ce que pouvoir la déplacer, tu vois. J'avais déjà un pot de fleurs à l'époque, donc plutôt que d'avoir un deuxième pot de fleurs, on s'est dit on va quand même la démarrer, la faire rerouler pour voir si elle fonctionne. On m'avait dit qu'elle fonctionnait avant d'être stockée, donc du coup on l'a rapatriée et mon garagiste l'a redémarré tout doucement, donc l'a refaite vivre tout doucement. Ensuite j'ai pris la décision de changer les carburateurs parce qu'en fait ils étaient très vieux et très sales. Donc je me suis dit plutôt que de les refaire, moi j'avais pas le temps de les refaire, donc je me dis je vais prendre des neufs. Donc j'ai acheté deux Weber en 49 que j'ai mis à la place. Alors il paraît, les puristes diront que c'est très déconseillé d'acheter des Weber neufs, il vaut mieux refaire des anciens Weber qui étaient de meilleure qualité. Mais moi j'avais envie d'avoir des Weber qui fonctionnent et que j'ai pas le doute à chaque fois qu'il y a un problème d'allumage, qu'il y a un problème pas d'allumage mais de carburation. Que ça vienne des carburateurs qui sont encrassés ou abîmés. Les anciens carburateurs, d'ailleurs, vous pouvez les voir sur la voiture de Benjamin Workshop, sa 7. Donc c'était les carburateurs qu'il y avait sur cette voiture, qu'il a récupéré, que je lui ai donné, et qu'il a nettoyé et qui fonctionne sur sa 7. Donc ça a un peu une âme d'italienne. Exactement. C'est le côté italien de la 7 de Benjamin. Ensuite, on a fait régler les carburateurs. Parce que c'est encore une autre paire de manches, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de les acheter et de les monter, ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai trouvé un autre garagiste plus spécialisé dans les anciennes qui a réussi à me régler les Weber. Et donc là, elle démarre nickel. Ce qui est intéressant avec ce genre de voiture, c'est qu'en fait, on a un petit aperçu de ce que c'est d'avoir une Ferrari de ces époques-là, parce que ça démarre pareil. Les procédures de démarrage sont identiques. On va en reparler tout à l'heure quand tu prendras le volant, mais il y a plein de choses, même l'habitacle, c'est vraiment la même ambiance des années 60 de ces époques-là, quoi. Donc c'est vraiment très très cool. De ce point de vue-là, en termes d'ambiance, la voiture, elle est fabuleuse, quoi. Ensuite, ce qu'on a fait sur la voiture, on avait un problème au niveau des trains avec une barre stabilisatrice à l'avant qui touchait la carrosserie. Donc j'ai demandé à mon soudeur de bricoler un truc, c'était vraiment du bricolage pour que la voiture puisse rouler sans avoir cette biellette qui tape. Ensuite, j'ai roulé un peu avec.
Donc là, je me suis rendu compte que tout était mort. Donc les freins, la boîte, mais bon, on verra de ça tout à l'heure. Les trains. Alors après, bon, les trains, ils sont fatigués, mais je veux dire, ça amortit, ça freine, etc. Donc ça fait le service minimum, vraiment le service minimum. Ça se conduit. Ça se conduit, ça se déplace. Et par contre, le moteur, lui, il est en pleine forme. Vraiment, il sort ses chevaux, ça marche bien, il est stable, tu vois, il n'y a pas de raté et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a pris les compressions aussi, ça fonctionne. Et ensuite, j'ai roulé un petit peu, mais en fait, l'arceau complet et les baquets, c'était vraiment hyper inconfortable. Donc ça rendait vraiment la voiture très désagréable à conduire. Les baquets, ils étaient tout droits, ils étaient extrêmement inconfortables. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai emmené dans un autre atelier. Et là, j'ai mon motoriste qui m'a fait la MR, là, qui m'a refait une partie du faisceau parce que quand je la prenais, j'avais tout le temps peur qu'elle se mette à brûler. En fait, il y avait des bruits électriques de partout dans la voiture quand on roulait. Et du coup, j'avais vraiment peur qu'elle finisse en fumée, quoi. Et du coup, je me suis dit, on va refaire une partie du faisceau. Donc, le motoriste qui s'est occupé de la machine Revival, il s'est également occupé de celle-là pour fiabiliser, on va dire, le réseau électrique, changer les fils qui étaient morts. Alors, il a fait un super boulot, mais un peu à minima, tu vois, histoire que la voiture, elle soit à peu près sûre, quoi. Et il y a d'autres artisans là qui m'ont refait le tableau de bord. En fait, il était tout fissuré, le tableau de bord, on voit les fissures, ils l'ont réparé. Ouais. Et avec de la résine, ils l'ont repeint et tout, donc c'est plutôt joli. On m'a coupé l'arceau, on a coupé l'arceau aussi complet en deux, et on a gardé qu'un demi-arceau arrière. Okay. Donc ils ont ressoudé les trous, etc. Ils ont refait un bel arceau arrière, on l'a repeint, et ils m'ont fait une moquette dans la voiture pour que la voiture soit propre à l'intérieur et qu'en fait, avec ces nouveaux baquets type Torino là, c'est beaucoup plus agréable à utiliser la voiture. Tu peux vraiment rentrer dedans facilement. Avant, il y avait la grosse barre de l'arceau en plein milieu de la porte. C'était vraiment pas très agréable. Après, ce qu'on peut dire sur la voiture, c'est qu'elle est montée en fibre au niveau du capot arrière. Il n'y a plus de pare-chocs. Normalement, il y a des pare-chocs en chrome là. Donc la façade avant, c'est pareil, je l'ai changé parce que je trouvais que celle de 1750 était plus jolie. Mais c'est pas du tout OEM, hein, pas du tout. Les puristes en PLS. Et j'ai changé les jantes aussi. Ça a été la révélation. J'ai changé les jantes, j'ai mis des jantes, j'ai acheté les jantes chez Alpha Olix. Ça coûte pas très cher. En 15 pouces, c'est de l'alliage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus légères que les jantes en tôle en 14 qui étaient sur la voiture. Ah ouais, elles sont vraiment belles celles-là. Elles sont vraiment jolies. Alors moi, je voulais la claquer au sol aussi, la rabaisser un peu, mais bon, c'est bon, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc du coup, elle est en hauteur d'origine. Mais avec ces jantes-là, déjà, elle a un petit look vraiment sympa. Et comme je te disais, comme les jantes sont beaucoup plus légères, et ben en fait, à conduire, c'était un vrai régal après. C'est-à-dire que en fait, j'avais l'impression d'avoir la direction assistée, quoi. Ah ouais. Tellement c'était léger à conduire, alors qu'avant, avec les jantes en tôle, la voiture était lourde tout le temps. Donc ça, vraiment super choix. Si vous avez une GT Berton en jantes tôle, passez sur des jantes alu, peut-être celle-là, même ne serait-ce que pour juste rouler le week-end, etc. Si vous avez envie de garder vos jantes en look d'origine pour les concours, les salons, les machins, pas de souci. Mais vraiment, ces jantes-là, pour rouler, elles sont vraiment top. Après, au-delà de ça, j'ai pas fait grand-chose d'autre. On a plein de projets avec cette voiture, mais en fait, la restauration coûte très cher. Il faut dire qu'une voiture comme ça s'échange aujourd'hui en très bon état, ça s'échange entre 20 et 40 000 euros. Ouais. Donc une 2000 GTV en très bon état, 40 000, je pense qu'elles ne se vendent pas. Je pense qu'elles se vendent à 35 max. À 20 000, on trouve déjà des très belles. Alors oui, après, c'est un peu la misère à réparer, même si les pièces ne coûtent pas forcément une fortune. C'est pas absolument délirant en coût de maintenance. Et ça a l'air assez solide. Il y en a eu beaucoup des 2000 comme ça ? Il y en a eu beaucoup, oui. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, il y a beaucoup de pièces. Il y en a eu quasiment entre 15 et 20 000, un truc comme ça. Et des GT Berton Sprint, GT en tout, franchement, il y en a eu peut-être 60 80 000. C'est quand même beaucoup, hein. Donc, ce n'est pas des voitures qui sont rares. C'est des voitures qu'on ne voit plus du tout rouler aujourd'hui. Pas comme la mienne, hein, elle ne roule pas. Mais pourtant, c'est des voitures qui sont extrêmement utilisables. C'est-à-dire que vous êtes bien protégé, c'est plutôt bien insonorisé. Ça fait un son, mais vraiment de fou. Et c'est vraiment utilisable avec les 4 places. Il y a 4 places normalement. Bon, les miennes n'avaient plus de place arrière, mais normalement, il y a 4 places, etc. Donc, c'est vraiment une voiture classique que tu peux utiliser un peu comme une 911 pour tout faire en fait. Parce que vraiment, ça démarre sans problème, quoi. Donc ça, c'est plutôt très cool comme voiture. Donc je comprends que ces voitures, elles aient beaucoup de succès entre la ligne et le fait qu'elles soient très utilisables.
Ouais. Au final, à chaque fois qu'on en voit, c'est plutôt en course historique que sur les rassemblements tout d'origine. Oui, il y en a beaucoup qui font de la course. Ouais. Et elles sont jolies à voir passer. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour avec, que tu l'essayes, que tu vois un peu ce que c'est de conduire ce genre de voiture, et aussi la mienne en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dessus. Donc on va aller se balader et puis on voit ça ensemble. Comme je disais précédemment, ces voitures-là, avec des moteurs à carburateur, et en particulier ces vieilles italiennes, elles n'ont pas de starter. Donc du coup, vous devez respecter la procédure de démarrage, et ensuite il y a toute une procédure pour la faire monter en température sans abîmer le moteur. L'idée, c'est que donc on va appuyer 4 à 5 fois sur l'accélérateur, amorcer en essence le carburateur, les deux carburateurs en l'occurrence. Ensuite, je vais actionner le démarreur. Donc là, le démarreur va entraîner le moteur. Et là, ça va faire démarrer le moteur. Et ensuite, on va maintenir le régime moteur à environ 1500 tours minute pendant à peu près 1 minute. Donc c'est long, 1 minute. Et surtout, l'idée, c'est de garder le régime constant à 1500 tours minute pendant 1 minute pour que le moteur puisse monter en température proprement et doucement. Parce qu'en réalité, il y a 2 erreurs à éviter. La première, c'est de laisser le moteur tomber en ralenti à 500 tours minute. Ça flingue les segments. Donc vraiment à éviter absolument. Et la deuxième erreur aussi, c'est de faire des coups d'accélérateur. Donc ça, pareil, les paliers de Villebrequin, ils n'aiment pas du tout à froid. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est avant de mettre les coups d'accélérateur pour amorcer en essence, c'est de mettre 1 ou 2 coups de démarreur dans le vide, juste pour faire tourner le circuit d'huile dans le moteur, histoire que le moteur soit bien lubrifié, surtout si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé la voiture. Faire tourner l'huile avec le moteur via le démarreur et la pompe à huile, ça entraîne la pompe à huile. Donc faire tourner un peu l'huile dans le moteur pour faire un peu de splash partout dans le moteur avant d'envoyer de l'essence sur le moteur. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc d'abord je vais allumer la voiture, je vais mettre juste un coup de démarreur, donc elle ne devrait pas démarrer. Un autre coup de démarreur, juste pour faire 1 ou 2 tours de révolution moteur. Et ensuite j'arrête, je mets mes 4 coups d'accélérateur et là je peux la démarrer. Alors vous allez voir, en général, elle a besoin d'avoir un petit tapotage au moment du démarrage. Donc on va faire ça. C'est parti. Donc pas de clé sur cette voiture, because race car comme d'habitude. Chez Vulcan Magazine, on a l'habitude. Donc coupe-circuit. Là on entend bien la pompe à essence, mais on ne va pas envoyer l'essence directement dans le moteur. On va juste d'abord faire des coups de démarreur. Donc là voilà, là j'ai juste envoyé le démarreur, donc ça veut dire que le moteur il a tourné. Donc il y a bien de l'huile partout. Ensuite j'appuie 4 fois avec ce rythme-là à peu près sur l'accélérateur. Et ensuite, je peux actionner le démarreur. Donc je mets mon pied un peu sur l'accélérateur, à peu près 10% de pédale. Et ensuite, je maintiens le régime moteur à 1500 tours minute jusqu'à ce que la voiture soit chaude. Et après, on peut y aller. Simple. Donc tu la démarres. Tu l'emmènes dehors et tu la gardes à 1500 tours minute. Non, c'est bon, on a lubrifié le moteur, il n'y a plus qu'à la démarrer. Le démarreur, il est ici, entre les 2 sièges. Ah, c'est ça. Oui. Alors, il faut que tu gardes le pied sur l'accélérateur. À 1500 tours minute. Très bien. On arrive à avancer mon CLI sans lâcher l'accélérateur. C'est impossible. Déjà, on va fermer la porte. Alors, l'autre poignée est aussi cassée. Ah. Merci. Bon, on est bientôt parti. Alors, ce qu'il faut savoir, grosso modo, tout est mort. D'accord ? Donc, il n'y a plus de synchro dans la boîte. Donc, tous les synchroniseurs sont morts. Ça part d'un coup, effectivement, le point de patinage, il est très haut sur la pédale parce que l'embrayage, il est tout mort. Donc c'est pareil, tout ça, c'est tout mort. Donc, on va y aller mollo. C'est parti, on va déjà faire de l'essence. Si on arrive à partir. C'est bon, il est parti. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que la voiture est assez raide par rapport à une voiture de série. On a des amortisseurs qui sont beaucoup plus raides que d'origine. En fait, la voiture, je l'ai récupérée. Il y avait un dossier de facture. Ça, c'est les synchroniseurs qu'il n'y a plus.
Alors, ce petit flou vient du fait que cette voiture a un boîtier de direction. Et c'est pas une crémaillère. C'est un des gros défauts de la voiture. En fait, avec le moteur qui est assez gros dans le compartiment avant, parce que la voiture est assez petite. Hein. En réalité, moi je peux toucher le volant d'ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est assez étroit. Et le compartiment moteur est tellement petit que du coup, il n'y a pas la place pour faire passer une crémaillère complète. Et du coup, c'est un boîtier de direction des années 70, quoi. Donc forcément, c'est pas hyper précis. Ce doux bruit là, le talon pointe est fortement recommandé. Ou double débrayage fortement recommandé. Alors c'est ballot parce que la trappe à essence elle est de l'autre côté. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc la trappe à essence elle se trouve ici. Donc elle a été complètement vidée en fait because race car encore une fois. Donc du coup il n'y a plus rien qui tient, ça tient avec juste un aimant, un petit aimant. Et surtout il y a la jauge à essence. Alors, tu vois, c'est là que tu vois que c'est de la fibre hein, qui se trouve ici. Donc là tu tires cette jauge là pour savoir est-ce qu'il te reste de l'essence. Sauf que l'essence, pour rappel, hein, c'est incolore et ça s'évapore très vite. Autrement dit, tu vois jamais rien sur la jauge, quoi. Mais là il y a l'air d'y en avoir de l'essence. C'est un peu comme jouer au loto, quoi. Exactement. On va essayer d'en mettre. Et puis on verra bien. Donc là normalement c'est là que tu t'en prends plein les baskets. Hein. D'où la position de sécurité. Exactement. Très élégante. Il faut savoir que ça consomme un peu. On est je pense à un bon 12-13 litres au 100 en usage normal. Quoi. Ça, c'est la magie des carbu Weber. Ça transforme l'essence en bruit. C'est une belle phrase ça. Bien. C'est vrai que ça c'est hyper cool avec ce genre de voiture, c'est que tu as vraiment des grosses sensations à 60 km/h quoi. Ouais. Et ça c'est trop cool parce que tu as vraiment le plaisir de conduire mais à des vitesses hyper basses quoi. C'est trop cool. En plus on peut vraiment dire qu'on est à 60, personne pourra vérifier. Bien. Ouais. Donc là tu vois qu'il y a au moins 4,5 tours de volant de butée à butée. Oui. C'est la magie du boîtier de direction. C'est très bizarre. Allez, tourne. Allez. Alors ça fait travailler le positionnement des mains sur le volant. Hein. Qui est excellent, comme on peut le voir. Là on peut constater que les supports moteurs sont morts. Parce que Il y a pas qui gigote. tout qui bouge comme ça. Ouais, le châssis c'est vraiment le point faible de cette voiture pour moi. Parce que la problématique c'est que on a un train arrière qui est un pont rigide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes roues, j'ai mon pont. Et à partir de ce pont là j'ai deux tubes qui partent fixes. Et mes roues qui sont reliées à ces tubes là. Donc en fait ma roue arrière droite est solidaire à ma roue arrière gauche. Et donc si j'ai ma roue arrière droite qui tape ou qui patine ou qui lève, et ben ma roue arrière gauche elle descend quoi. Et ça veut dire aussi que quand j'accélère, mon pont il se soulève. Et pour éviter que ce soulèvement là, j'ai deux bras qui viennent se reprendre de chaque extrémité. Donc en tout cas c'est hyper basique comme train arrière. Alors qu'à l'avant, paradoxalement, à l'avant j'ai un équivalent de double triangulation. Donc c'est comme si j'avais un train avant moderne et un train arrière complètement dépassé quoi. Et c'est vraiment l'impression que ça donne dans la voiture. C'est-à-dire que quand tu tournes un peu fort,
bah, tu as l'impression que le train avant, il est dans la voiture de devant, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression que la voiture, elle n'est pas reliée au train avant, en fait. Le train avant, il fait un peu ce qu'il veut, et le train arrière, derrière, il est complètement largué, mais à la ramasse complète, quoi. Donc on va aller faire la montée du Mont Verdun, là-bas. Qui est complètement à la ramasse et on l'entend aussi les blablabla là du train arrière là, ça c'est le pont qui est mort et qui a du jeu à mort. T'arrives en travers derrière une auto-école. Je ne peux pas faire ça. Et tu vois qu'on a un train avant qui est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est vraiment ce train arrière. Boîtier de direction. Le moteur il a envie, mais tout le reste de la voiture n'a pas envie de suivre. C'est clair. Ce moteur il est vraiment chouette. Hein. Il est coupleux, je veux dire. C'est vraiment très très drôle comme voiture. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Hein. Mais par certains aspects, ça fait très vieux, la direction fait très vieux, le train arrière il est complètement à la ramasse, mais à côté de ça la voiture elle est vraiment rigolote, le moteur il a le démon, et puis le train avant est vraiment pas si mal si on retire les 4 tours de butée à butée du volant, franchement c'est vraiment pas si mal. Et si tu compares aux autres voitures de l'époque, elle fait pas moins moderne que en les fait, autres. non, et au contraire, ça fait même plus moderne que les autres voitures, je trouve. C'est plus moderne qu'une 2002 largement. Ouais. À conduire. La 2002, la direction, c'est encore pire. La 2002, c'est un enfer. Le boîtier de direction sur les 2002, c'est vraiment un cauchemar. Donc à conduire, c'est plus sportif qu'une 2002 largement, hein, de très très loin. Sachant que là, on est globalement en état d'origine. Elle n'est pas du tout préparée la voiture. Hein. Cette voiture, en fait, je pense qu'elle va finir en voiture de course parce que c'est vraiment pour ça qu'elle a été modifiée. Et j'aimerais repartir d'une base vraiment saine, donc tu vois, repartir d'un châssis nu, refaire un moteur performant, etc. D'avoir vraiment une voiture de course qui soit fiable et qui soit performante. Et pour ça, bah voilà, il faut qu'on avance parce que il faut qu'on ait plus de partenaires, etc. pour pouvoir faire ça. Parce que le faire en nous-mêmes, en nom propre, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais en tout cas, on est en train de travailler dessus. Et cette voiture, elle est vraiment prometteuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle a du potentiel. C'est bien quand elle fait ces petits bruits comme ça. Elle fait plein de petits bruits inquiétants. Ouais. Des bruits de pont, des bruits de boîte de vitesse, des bruits des squeak dans tous les sens. Mais au moins, c'est des bruits, tu sais ce que c'est, tu vois, il n'y a pas trop de surprise. Après, normalement, si tu attends et que tu l'écoutes, tu l'entends croustiller quand même la voiture. Hein. Ouais. Alors, elle n'est pas trop pourrie. Il y a la mécanique et l'esthétique après. Ouais. Elle a 2-3 petits points de faiblesse.
Disons que j'ai peur que si on enlève la peinture, on se rende compte qu'il n'y a plus rien en dessous en fait. Tu vois, dans quelle mesure la voiture tient avec la peinture, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette voiture est très cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, continuez à nous suivre et vous verrez les évolutions de cette voiture dans les années à venir. Ciao ciao, à la prochaine. À la prochaine.